911. What's your emergency? She's not coming up, and she's under the water! Ma'am, who's under the water? Emma Carter est entrée dans l'eau comme elle l'avait fait d'innombrables fois auparavant, confiante, calme, inconsciente qu'elle ne remonterait jamais à la surface de la même manière. Le public a applaudi, les caméras tournaient, mais sous la surface, quelque chose s'était cassé. L'orque ne faisait plus de spectacle. Elle chassait. Que s'est-il passé durant ces dernières minutes glaçantes? Voici les derniers moments horrifiants d'Emma Carter. Le prédateur sous les projecteurs. Avant les allaitements, avant les cris, avant que l'eau ne passe de bleu cristal à quelque chose de bien plus sombre, il n'y avait que des rires et des applaudissements. Personne assis dans les gradins n'avait la moindre idée qu'ils étaient à quelques secondes de voir une performance se transformer en quelque chose d'horrible. Au moment où Emma Carter a touché l'eau, l'issue était déjà scellée. La partie la plus effrayante, pas une seule personne ne l'a suspecté. Pour la foule, cela ressemblait à une autre routine parfaite. Les sauts en hauteur, les éclaboussures ludiques, la connexion fluide entre elles et l'énorme orque glissant à ses côtés. C'était impeccable, presque cinématographique. Les gens ont applaudi. Quelques-uns ont sorti leur téléphone, pensant capturer un moment magique sur caméra. Mais la magie était déjà partie. Depuis les gradins, cela ressemblait toujours à un duo éblouissant, une femme et un prédateur se déplaçant comme un seul. Mais si vous regardiez de près, vraiment de près, vous le verriez. Ce n'était pas de la joie dans ses yeux. Ce n'était pas non plus de la concentration. C'était de la peur. Une peur pure et vive. Sous la surface, étouffée par les ondulations, se trouvèrent les appels désespérés de son sifflet et les ordres aboyés dans une panique totale. Cette fois, rien n'a fonctionné. Lyra, le joyau du parc, la puissance de 8000 livres qui attirait des foules du monde entier, ne suivait plus le script. Elle a été conçue pour la vitesse, la précision et la domination. Et dernièrement, elle avait été différente. Agitée, imprévisible, ignorant les indices. Depuis des semaines, peut-être des mois, les signes étaient là. Mais ils ont été écartés comme rien de plus qu'une mauvaise humeur, jusqu'à ce moment. Au moment où le corps d'Emma a percé la surface, Lyra a explosé comme une torpille et s'est agrippée à sa poitrine. Pas d'hésitation, pas de chance d'aide. Juste un flou violent qui s'est terminé par un calme glacial. Ce n'était pas un accident. C'était le point de rupture de quelque chose qui avait trop longtemps couvé pendant que tout le monde détournait le regard. Une tragédie se déroulant à la vue de tous, déguisée en divertissement jusqu'à ce que l'eau devienne rouge. Maintenant, nous remontons le temps étape par étape, moment par moment, pour découvrir ce qui s'est réellement passé ce jour-là et la vérité troublante cachée dans ces dernières minutes. L'Ocean Life Adventure Park. Elle avait fait cette routine tellement de fois que c'était devenu un automatisme. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. L'eau ne l'accueillait plus comme avant. Elle semblait plus froide, plus lourde, comme si elle retenait quelque chose qu'elle n'arrivait pas vraiment à exprimer. Le parc d'aventure Ocean Life ressemblait à une escapade parfaite de cartes postales en Floride. L'endroit vibrait d'énergie, rempli de touristes profitant de la chaleur et de l'excitation. Des rires flottaient dans l'air, se mêlant à l'odeur de l'eau salée, de la crème solaire et des snacks frits. C'était l'été en bouteille, bruyant, chaud et plein de mouvement. Au-dessus, des mouettes planaient en cercle paresseux, leurs cris se mêlant au bruit de fond des familles bavardant et des enfants criant devant les créatures marines derrière une épaisse vitre. Les enfants se faufilaient entre les expositions, les mains collantes de crème glacée fondante. Les parents suivaient de près, tenant des cartes décolorées, essayant d'équilibrer les pauses toilettes avec les horaires des spectacles. La musique jouait doucement à partir de haut-parleurs cachés, donnant à chaque allée une bande sonore. Les gens s'arrêtaient pour des selfies, riaient au bassin tactile et se rassemblaient en masse près du gigantesque stade Orca,
le joyau étincelant du parc. Pour la plupart, c'était une journée parfaite, mais sous la surface, quelque chose n'allait pas. Emma Carter se tenait immobile au bord de la piscine d'entraînement, les bras croisés fermement sur sa poitrine. Son regard était fixé sur l'eau, plus précisément sur l'ombre qui glissait à travers. Lyra, la vedette du parc, une orque de 6 mètres qui avait fasciné les spectateurs pendant des années. Emma avait travaillé avec elle assez longtemps pour comprendre sa respiration, ses mouvements, même les pauses entre ses numéros. Mais maintenant, tout cela semblait étranger. Lyra ne nageait plus comme avant. Ses mouvements manquaient de la grâce qui venait autrefois si naturellement. Chaque mouvement était mécanique, précis et répétitif, comme si elle était coincée dans un cercle dont elle ne pouvait sortir. Cette puissante nageoire dorsale, autrefois grande et robuste, pendait maintenant tristement sur le côté. Ce n'était pas seulement l'épuisement physique, c'était comme un poids qu'elle ne pouvait pas secouer. Ce qui a le plus frappé Emma, cependant, c'était ses yeux. Lyra l'a toujours regardée avec attention, parfois avec curiosité, parfois avec espièglerie. Mais aujourd'hui, son regard ne s'est posé sur rien. Cela l'a traversée sans la toucher, flou et lointain. Le feu qui animait autrefois ses yeux avait disparu. Et en restant là, Emma pouvait le ressentir aussi. Même sa voix avait changé. La cadence apaisante des clics et des sifflements qui étaient devenus un langage familier entre eux s'était transformée en un motif désordonné. Emma pouvait l'entendre. Ces nouveaux sons ne faisaient pas partie du comportement habituel. Ils étaient aigus, déchiquetés, remplis de quelque chose qui ressemblait étrangement à de la détresse. Emma ressentait une tension commencer à se construire dans sa poitrine. Ce n'étaient pas des changements aléatoires. Elle avait déjà vu les signes. Les entraîneurs connaissaient la différence. Une orque n'agissait pas sans raison. Il y avait toujours une montée, un avertissement silencieux avant la tempête, et Lyra les avertissait depuis un certain temps, maintenant. Elle s'est penchée vers son casque et a calmement relayé l'observation à la salle de contrôle. Elle a rapporté les cercles continus de Lyra, les irrégularités vocales, et a demandé que cela soit documenté. La voix à l'autre bout appartenait à David Wright, le responsable des opérations du parc. Son ton, comme toujours, était vif et désintéressé. Il a reconnu son rapport, mais lui a dit de simplement continuer à observer. C'était un gros week-end, lui a-t-il rappelé. Les médias seraient présents, ils avaient besoin des visuels. Tout devait sembler impeccable. Emma a laissé échapper un lent soupir. Sa mâchoire s'est serrée. Ce n'était pas la première fois qu'elle avait exprimé des préoccupations. Au cours des dernières semaines, elle avait tout noté. Au début, les incidents étaient subtils. Des retards de Lyra à répondre aux signaux. Un séjour plus long que d'habitude au fond du bassin. Une réticence croissante à effectuer des routines familières. Ensuite, vinrent les avertissements plus évidents. Des élans agressifs soudains vers les entraîneurs juniors. Une fois, Lyra a frappé l'eau si près du visage d'un collègue qu'Emma avait senti son cœur se figer. Les yeux de l'orque étaient fixés sur l'entraîneur, sans cligner, intenses. Ce n'était pas un accident. Emma en était sûre. Pourtant, chaque rapport recevait la même réponse. Continuez. Tenez le cap. Ne pas semer la panique. Le spectacle doit continuer. Pendant ce temps, les touristes collaient leur visage contre la vitre, prenant des selfies avec la même orque qui se décomposait lentement derrière cette barrière cristalline. Les yeux d'Emma restaient fixés sur Lyra. La posture de l'orque était méfiante. Ses mouvements dégageaient une énergie défensive difficile à ignorer. Emma serre les poings. Elle pouvait le sentir dans son ventre. Lyra essayait de dire quelque chose. Elle sonnait l'alarme comme elle pouvait, mais personne n'écoutait. Le spectacle principal était déjà complet pour le lendemain. Des milliers d'invités devaient remplir le stade, attendant la musique, les lumières, la magie. Mais Emma connaissait la vérité. La nature ne donnait pas toujours de cris d'alerte. Parfois, elle mijotait, et quand la chaleur devenait trop forte, elle débordait sans aucun avertissement. Alors que le soleil se couchait sous l'horizon
et que les foules commençaient à s'estomper, le parc prenait une présence plus calme et plus étrange. Les haut-parleurs se sont tus. Seul le vent bougeait maintenant, sifflant doucement à travers les sièges vides du stade. Le chlore flottait encore dans l'air, se mêlant à la légère odeur de sel de la mer artificielle. Emma est restée près du bassin longtemps après le départ des autres. Lyra flânait près du fond. Sa forme massive glissait juste sous la surface comme un fantôme silencieux. Un technicien est arrivé de la salle de filtration, s'essuyant le front avec un chiffon. Il a mentionné un problème avec le système. Les filtres fonctionnaient de manière irrégulière. Il a dit qu'ils allaient faire une réparation temporaire pour le moment, mais qu'il fallait une révision complète. Emma s'est retournée brusquement. Elle voulait savoir pourquoi c'était la première fois qu'elle entendait parler de cela. Le technicien a haussé les épaules et a expliqué que la direction ne voulait pas de délai. Tout devait fonctionner sans problème pour le week-end. L'expression d'Emma se durcit. Elle savait exactement à quel point l'environnement de Lyra était délicat. Tout changement, pression de l'eau, salinité, température pourrait perturber l'équilibre de l'orque. Ce qui pourrait sembler un léger problème pour les humains pourrait ressembler à un chaos sous l'eau. Elle retourna son regard vers le bassin juste au moment où Lyra se rapprochait. L'orque s'arrêta. Un instant, l'animal massif sembla croiser son regard. Et en cette fraction de seconde fugace, Emma ressentit une secousse d'inquiétude. Les yeux qui la fixaient n'étaient en plus familiers. Quelle que soit la chaleur qui y avait autrefois résidé, elle avait été remplacée par quelque chose de froid, d'ancien. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas tout à fait nommer. Puis vint le son, un cri aigu qui résonna dans le stade vide. Cela ne ressemblait à aucune des vocalises habituelles de Lyra. Ce n'était pas une partie de sa routine. Cela sonnait sauvage, étrange, presque désespéré. Le talkie-walkie d'Emma a bourdonné à nouveau. La voix de David a rompu le silence. Il lui a dit de se préparer pour une séquence complète le jour suivant. Pas de changement. Tout devait se dérouler comme prévu. Sa main hésitait au-dessus du micro. Chaque partie d'elle lui disait de dire non, d'annuler. Mais ensuite, elle pensait à la pression, à la réputation du parc, à la presse, au personnel, à son rôle. Tout reposait sur l'illusion du contrôle. Elle a finalement donné une confirmation discrète. Elle a dit qu'elle serait prête, même si elle savait dans son cœur que rien ne semblait prêt du tout. Les lumières se sont assombries. L'équipe de maintenance a terminé. Mais Emma est restée. Elle est restée près de la piscine, alors que Lyra dérivait dans l'eau, lente et semblable à une ombre. Pour un dernier instant, elles se sont regardées, non pas comme une entraîneuse et une artiste, mais comme deux êtres pris dans quelque chose de bien plus grand qu'eux. Demain, la foule applaudirait, la musique monterait, l'illusion reviendrait. Mais quelque chose s'était déjà brisé sous la surface, et Emma pouvait le sentir. Elle se tenait seule, alors que le vent murmurait à travers les sièges, et que de faibles clics brisés résonnaient du fond du réservoir. La tempête n'était pas encore arrivée, mais elle approchait, et quand elle arriverait, personne ne serait prêt. Quand la confiance devient de la terreur, avez-vous déjà eu ce sentiment instinctif que quelque chose ne va pas? Comme si vous ne pouviez pas l'expliquer, mais que chaque nerf de votre corps est à vif. C'est exactement ce qu'Emma Carter a ressenti ce matin-là. Elle était dans le vestiaire, comme d'habitude, en train de mettre sa combinaison de plongée comme si c'était juste un autre jour. Les autres riaient, faisaient les fous, excités pour la foule dehors, énergie typique avant le spectacle. Mais Emma, elle n'était pas dans cet état d'esprit. Maintenant, quelque chose semblait mal. Les mains d'Emma Carter tremblaient, alors qu'elle luttait pour attacher son casque, et cela n'avait rien à voir avec le track. Elle n'était pas nerveuse à propos de la foule ou de la performance. C'était Lyra. Lyra n'était pas une orque comme les autres. C'était son orque à elle. Celle qu'Emma avait entraînée, avec qui elle avait tissé des liens, partagé des années de routine, de signaux et de compréhension silencieuse. Mais quelque chose avait changé. La connexion semblait différente maintenant, distante. La nuit avant l'incident, Emma était restée longtemps après la fermeture du parc. Elle s'était assise tranquillement près du réservoir, juste à observer. Lyra regardait en retour, mais son regard avait changé. Ce n'était pas paisible.
Ce n'était même pas fatigué. C'était vide, froid et détaché, comme si quelque chose de vital s'était éteint en elle. Les vocalisations étaient étranges aussi. Pas les habituels clics ludiques ou grognements mélodiques. C'étaient des sons aigus, inégaux, dissonants, presque comme des cris d'avertissement déformés en quelque chose d'étranger. Emma a quitté le parc cette nuit-là avec une boule dans l'estomac. Elle a à peine dormi. Chaque partie d'elle savait que quelque chose n'allait pas. Mais le matin, la décision était déjà prise. Le parc était entièrement réservé avec des milliers de visiteurs attendus. La direction avait confirmé le spectacle. Les billets étaient vendus, les sièges étaient occupés et les attentes étaient très élevées. Lorsque la musique a commencé et que la voix de l'annonceur a résonné dans le stade, elle a pris sa place au bord de la piscine. Elle a essayé de calmer sa respiration et de repousser la peur quelque part profondément, mais elle restait juste sous la surface. Elle a fixé l'eau immobile, attendant. Puis, Lyra est apparue. La foule a éclaté en acclamations. Les enfants pointaient avec de grands yeux et les caméras capturèrent chaque seconde. Pour eux, c'était magique. Une créature gracieuse exécutant un spectacle impeccable. Mais Emma remarqua immédiatement la différence. Les mouvements de Lyra étaient raides, hésitants, presque robotiques. Elle tournait autour du bassin en cercle serré et répétitif, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Pas depuis ses premiers jours où elle a été amenée au parc, effrayée et incertaine de son environnement. Une voix crépita dans l'oreillette d'Emma. « Emma, confirmez le début de la séquence. » Elle hésita un instant. Sa gorge se serra, mais elle donna la réponse. « Séquence confirmée. » Et puis le spectacle commença. Lyra enchaîna sa routine. Saut, pirouette, coup de queue. Tout semblait parfait aux invités, qui applaudissaient et sifflaient d'excitation. Mais Emma pouvait sentir que quelque chose se dégradait. Le rythme était décalé. L'étincelle avait disparu. Chaque tour semblait forcé, comme si Lyra se contentait de suivre une mémoire musculaire, plutôt que de se fier à son instinct ou à sa connexion. Elle ne faisait plus de spectacle. Elle obéissait. Puis vint le grand final, ce qu'ils appelaient le tourbillon. Emma monterait sur le rostrum de Lyra et l'orque tournerait rapidement avant de les propulser tous deux dans les airs. C'était la partie la plus dangereuse du spectacle, celle qui exigeait une confiance absolue entre le dresseur et l'animal. Il l'avait fait des dizaines de fois, mais aujourd'hui, quelque chose à l'intérieur d'Emma lui criait d'arrêter. Elle voulait annuler, donner un signal de pause, mais la pression était implacable. Le spectacle doit continuer. Tout était réglé comme du papier à musique avec des attentes strictes. Pas de place pour le doute, pas de place pour la peur. Elle regarda Lyra une dernière fois, espérant trouver du réconfort dans ses yeux. Mais il n'y avait rien. Pourtant, elle a continué à monter. Le compte à rebours a commencé. 3, 2, 1. Lyra a plongé. Le premier tour était instable. Le second était pire. Et puis, sans avertissement, Lyra a viré brusquement. Emma a perdu l'équilibre. Elle a été projetée dans les airs, tournant en frappant l'eau avec un bruit douloureux. Le froid l'a engloutie. Désorientée, elle chercha à tâtons son dispositif de flottaison, mais ses mains étaient trop lentes. Une ombre sombre se profilait sous elle. C'était Lyra, et cette fois, elle n'était pas là pour se produire. Elle venait avec une intention. Avant qu'Emma ne puisse réagir, Lyra s'élança vers le haut. Ses mâchoires se refermèrent autour du ventre d'Emma avec une force écrasante. La pression était inimaginable. Les os craquèrent sous le poids. La douleur traversa son corps comme un éclair. Emma essaya de crier, mais il n'y avait que de l'eau se déversant dans sa bouche. Au-dessus de la surface, l'ambiance changea instantanément. Les halètements se transformèrent en cris. Des cris résonnaient dans les tribunes. Les parents attrapaient leurs enfants. La sécurité tentait de traverser le chaos.
Les entraîneurs lançaient des poissons, agitaient des drapeaux, émettaient des signaux de détresse sous l'eau. Rien n'a fonctionné. Lyra n'a pas réagi. Quelques fils de contrôle qui existaient autrefois s'étaient rompus. Elle a frappé Emma avec une force terrifiante, fouettant son corps d'un côté à l'autre avec la même motion impitoyable que les orques sauvages utilisent pour déchirer les phoques. L'eau est devenue d'un rouge profond et tourbillonnant, et depuis les gradins, des milliers de personnes sont restées figées, impuissantes, forcées d'assister à l'horreur qui se déroulait. Les alarmes d'urgence retentissaient. Chaque mesure de sécurité a été activée. Les entraîneurs criaient dans leurs micros, désespérés d'arrêter l'attaque. Pourtant, Lyra a plongé avec le corps d'Emma dans sa main, la traînant au fond du réservoir. Quelques instants plus tard, elle a refait surface, seulement pour la saisir à nouveau. Cela a continué pendant 7 minutes agonisantes. Certaines personnes ont pleuré. D'autres ne pouvaient pas détourner le regard. Tout le stade était assis dans une paralysie collective, stupéfaite. Et puis est venu le moment le plus saisissant de tous. Lyra glissait vers la fenêtre d'observation sous-marine et pressa le corps inerte et ensanglanté d'Emma contre le verre. Des milliers de visages regardaient incrédules. Enfants, parents, touristes. Personne n'avait jamais été aussi proche de la mort. Rien ne pouvait les préparer à cette image. Aucun filtre ne pouvait adoucir ce qu'ils ont vu. Personne n'oublierait jamais. Ce n'était pas une simple routine qui tournait mal. C'était quelque chose de brut et terrifiant. Un aperçu de la nature sauvage qui n'avait jamais été apprivoisée. La sécurité a travaillé pour évacuer la foule. Les dresseurs se sont précipités pour reprendre le contrôle. Mais Lyra continuait de tourner en rond, lentement et délibérément, protégeant ce qui restait comme si cela avait de l'importance pour elle, défiant quiconque d'intervenir. Le corps d'Emma flottait silencieusement dans l'eau. Quel que soit le lien qu'ils avaient déconstruit, il était rompu. Il avait disparu au moment où l'instinct avait pris le dessus, car derrière les lumières, derrière la musique, sous toutes les marques et les costumes, Lyra n'avait jamais vraiment été une artiste. Elle était une prédatrice, et ce jour-là, elle l'a rappelé au monde. Maintenant, que pensez-vous qu'il se passait dans ces derniers instants? Nous aimerions entendre vos réflexions, alors que nous continuons à assembler la vérité derrière la dernière performance d'Emma Carter, lorsque les applaudissements se sont tus. Il y avait un changement dans l'air, léger, mais impossible à manquer. Elle portait le même silence lourd qui s'installe juste avant une tempête, celui que tout le monde ressent profondément dans ses os, mais fait semblant de ne pas remarquer. C'était l'ambiance à Ocean Life Adventure Park, juste avant que tout ne dégénère. Elle ne broncha pas, n'accusa pas les formateurs, ne cligna même pas des yeux devant les lumières d'urgence clignotantes ou la nourriture lancée vers elle. C'était comme si elle s'était sortie du monde qu'ils avaient façonné pour elle et était tombée directement dans celui que la nature avait prévu. Silencieux, mortel, sauvage. Miguel, l'un des assistants entraîneurs, s'est précipité avec les filets de secours, les mains tremblant comme des feuilles dans une tempête. Le système de filet était censé s'enclencher immédiatement pour isoler un animal dangereux en quelques secondes, mais il s'est bloqué à mi-chemin. Les câbles se sont emmêlés sur les rails et ont refusé de bouger. Sa voix s'est brisée à la radio alors qu'il criait que le système était en panne, chaque mot étranglé par la panique. Lisa Monroe, la formatrice principale postée près du poste de contrôle, a initié le rappel acoustique, une séquence de fréquences aiguës qui attirait normalement les orques dans un bassin séparé pour des contrôles médicaux. Mais Lyra ne bougeait pas. Elle n'a même pas remué la queue. Tout cet entraînement, toutes ces années de conditionnement, disparu. Ce qui restait était quelque chose de brut, primal et totalement indifférent à l'autorité humaine. Depuis le bord du bassin, les autres entraîneurs ne pouvaient que regarder, horrifiés et paralysés, tandis que Lyra tirait à nouveau Emma sous l'eau, la maintenait là, puis la laissait flotter, inerte, avant de la ramener vers le bas avec une précision terrifiante. Chaque tentative pour arrêter cela échouait. Les longues perches destinées à créer de la distance étaient inutiles. Lyra les a déjouées à chaque fois.
Sa queue à elle seule a créé des vagues qui se sont écrasées contre les parois du réservoir comme le tonnerre. 7 minutes ont semblé durer 7 vies. Finalement, quelqu'un a démêlé le filet suffisamment pour créer une barrière étroite. C'était juste assez pour séparer Lyra d'Emma, juste pour un moment. Les secouristes sont arrivés en courant et ont sorti son corps de l'eau. Sa combinaison de plongée était déchirée. Son torse était percé et fracturé en trop d'endroits pour être compté. Il n'y avait pas de pouls. Le silence qui suivit fut écrasant, à l'exception du bruit frénétique des compressions de réanimation cardio-pulmonaire, des masques à oxygène et des défibrillateurs qui s'allumaient. Mais rien n'a fonctionné. À exactement 11h47 ce matin-là, Emma Carter a été déclarée morte. La cause ? Traumatisme massif et noyade. Pendant ce temps, Lyra se déplaçait le long des bords de la piscine, comme si de rien n'était. Son corps massif glissait sans effort à travers l'eau, indifférent au chaos qu'elle avait déclenché quelques instants plus tôt. Le détachement était glaçant, presque surnaturel. Et à ce moment-là, il devenait impossible de faire semblant plus longtemps. Ce qui avait été tranquillement ignoré pendant des mois était maintenant ouvertement visible. Les avertissements avaient toujours été là. Des changements subtils dans son tempérament, des problèmes mécaniques qui s'accumulaient sans résolution, du personnel qui avait commencé à murmurer leur malaise dans les couloirs arrière, et pourtant, personne ne s'est manifesté. Pas lorsque les gradins étaient remplis de foules en liesse et que les ventes de billets battaient des records. La mort d'Emma n'était pas un tour imprévisible du destin. C'était une tragédie qui s'était construite lentement et sûrement, comme une tempête se formant à l'horizon, visible à quiconque était prêt à regarder de près. Cet après-midi-là, la nouvelle de ce qui s'était passé s'est répandue avec la vitesse d'une étincelle dans l'herbe sèche. Des hélicoptères survolaient le parc, tandis que les journalistes se rassemblaient devant les grilles, criant des questions auxquelles personne n'osait répondre. Les familles sortaient en masse, beaucoup en pleurs, les enfants serrant leurs parents avec une confusion dans les yeux, agrippant des dauphins en peluche qui semblaient maintenant de curieux souvenirs vides. En quelques heures, Internet était inondé par les images. Des clips granuleux capturent le sang, les cris, le chaos qui a déchiré ce qui était censé être une performance soigneusement chorégraphiée. Les gros titres ont éclaté sur tous les grands médias. Entraîneur tué pendant le spectacle d'orques, parc sous la critique. L'illusion de la vie océanique brisée. À l'intérieur de la salle du personnel, l'air était lourd et étouffant. Les collègues d'Emma s'assirent en silence, trempés, leurs visages restant figés de stupeur, incapables de comprendre ce qui venait de se passer devant eux. La direction se rassembla en cercle discret, près des fenêtres, parlant à voix basse et urgente. Les avocats murmuraient des stratégies. Les responsables des relations publiques tapaient furieusement sur leur clavier, rédigeant des déclarations avec chaque mot poli pour éviter même une once de responsabilité. Mais aucune quantité de jargon d'entreprise ne pouvait effacer la réalité de ce qui s'était passé. L'enquête qui a suivi n'a fait que confirmer ce que ceux qui étaient les plus proches de Lyra soupçonnaient déjà. Son agressivité n'était pas apparue de nulle part. Elle avait grandi jour après jour. Les dresseurs avaient documenté ses allées et venues agitées, ses vocalisations étranges en pleine nuit, son refus d'obéir aux commandes et même des incidents qui mettaient en danger le personnel junior. La direction le savait. Elle a simplement refusé d'agir. Les résultats étaient pires que prévu. Les journaux de maintenance ont révélé que le système de filtration d'eau du parc était tombé en panne la veille de l'incident. Et ce n'était pas la première fois. Les réparations ont été retardées à plusieurs reprises, car le coût était jugé trop élevé. Emma elle-même avait déposé plusieurs rapports avertissant des dangers graves pour la sécurité. Mais ces rapports avaient été discrètement mis de côté, enterrés sous la soif de profit du parc et sa propre fierté. La réaction ne s'est pas fait attendre. Des manifestants se tenaient devant les portes avec des pancartes réclamant justice. D'anciens employés se sont manifestés avec des histoires de dissimulation, d'avertissements ignorés et de quasi-catastrophes qui avaient été balayées. Les procès ont commencé à s'accumuler. Les sponsors ont retiré leur financement.
La fréquentation a chuté, jusqu'à ce que le conseil d'administration n'ait d'autre choix que de prendre la décision finale. 6 mois plus tard, le parc d'aventure Ocean Life a fermé ses portes pour la dernière fois. Début 2023, il avait officiellement disparu. Quant à Lyra, elle a été transférée dans une installation marine très sécurisée. Plus de dresseurs dans son bassin, plus de spectacles répétés sous des lumières aveuglantes. Sa vie est devenue une de confinement tranquille, loin des foules qui applaudissaient chacun de ses mouvements. La famille d'Emma a été laissée avec une blessure qu'aucune compensation ne pourrait guérir. Il n'y avait pas d'excuses assez profondes, pas de communiqué de presse assez prudent, et pas de changement de politique assez rapide pour la ramener. Mais son histoire a refusé de s'effacer. C'est devenu une étincelle qui a déclenché un débat mondial sur la captivité, sur l'obsession de l'humanité à contrôler la nature sauvage, et sur le coût du silence imposé à la nature pour le divertissement, les sourires, les occasions de photos et la magie soigneusement fabriquée. Tout a été dépouillé. Ce qui restait était la vérité, brute et inflexible, l'écho qu'elle a laissé derrière. Le stade était dans un silence complet. Pas de cris, pas d'applaudissements, pas de musique tonitruante secouant l'air. Juste du silence. Les gradins autrefois remplis de familles et de groupes de scolaires ne sont plus que des rangées de sièges froids et vides maintenant. Les énormes bannières avec des formateurs souriants et des orques bondissants avaient été retirées, et la scène, la même qui s'illuminait autrefois avec émerveillement, ressemblait plus à un mémorial qu'à une attraction. Près du bord du réservoir, juste là où Emma Carter se tenait autrefois, un petit hommage avait été formé. Quelques bougies luttaient contre la brise. Des lys blancs étaient appuyés contre le verre. Des notes manuscrites étaient collées sur l'acrylique, comme si elles essayaient de joindre quelqu'un qui ne pouvait plus entendre. C'était l'endroit où Emma montrait aux visiteurs comment la patience et la confiance pouvaient rapprocher les gens et les créatures sauvages. Mais maintenant, cette idée semblait fragile, blessée. Certains de ses anciens collègues se tenaient à proximité. Leur visage exprimait tout, la douleur, la culpabilité et la question que personne ne voulait poser à haute voix. Est-ce que cela aurait pu être évité? La vérité est probablement. Les signes avant-coureurs étaient là, subtils au début, mais croissants. Ils le ressentaient. Ils ont continué comme si de rien n'était. Et le coup, cela ne peut pas être réparé. Sa sœur cadette, Rachel, était parmi eux, les yeux rouges, mais son expression restait ferme. Elle s'est avancée et a placé une photo au centre du mémorial. Emma était là, souriant largement avec le soleil dans ses cheveux, tendant la main vers Lyra, l'orque, comme s'ils parlaient la même langue. Mais la photo ne raconte plus toute l'histoire. Derrière le verre, l'eau restait immobile, presque trop immobile, comme si elle savait que quelque chose manquait. Lyra n'était plus là. Elle avait été envoyée à un centre de recherche marine éloigné du bruit, des caméras clignotantes et des spectacles quotidiens. Pour certaines personnes, elle n'était rien de plus qu'un animal dangereux qui s'était retourné contre son entraîneur. Pour les autres, elle était une captive qui avait finalement atteint le point où elle ne pouvait plus le supporter. Après la mort d'Emma, la réaction a été rapide et bruyante. Les manifestants ont envahi les trottoirs devant le parc. Les pétitions ont inondé Internet. Les journaux ont publié des gros titres audacieux. D'anciens entraîneurs se sont manifestés, racontant ce qu'ils avaient vu dans les coulisses. Les scientifiques, les défenseurs des animaux et les lanceurs d'alerte ont tous pris la parole. Les signes avaient toujours été là. Pourtant, personne n'avait voulu les voir. Une vérité transperçait tous les arguments et le bruit. La confiance seule ne peut pas annuler l'instinct. La mort d'Emma n'était plus seulement une perte personnelle. C'est devenu un avertissement, une réflexion sur une industrie construite sur la transformation de la nature en divertissement, brouillant la frontière entre émerveillement et exploitation. Alors que la lumière du soir s'estompait, les bougies de son mémorial vacillaient encore contre l'obscurité croissante.
Une petite plaque était posée à la base des fleurs, son inscription discrètement défiant. À la mémoire d'Emma Carter, qui aimait l'océan, mais savait que même l'amour a ses limites. Au-delà des portes du parc, les vagues continuaient à rouler comme elles l'avaient toujours fait, mais quelque chose semblait différent. Cette fois, les gens semblaient écouter. Pendant des années, nous nous sommes convaincus que l'instinct pouvait être éliminé chez un prédateur, qu'avec suffisamment de poissons et de répétitions, la nature sauvage pouvait être transformée en spectacle. Mais dès que le sang d'Emma a touché l'eau, cette illusion s'est brisée. Elle n'était pas la première. Et si les orques comme Lyra restent dans des bassins en béton, elle ne sera pas la dernière. Alors, la question persiste. Les spectacles d'orques devraient-ils disparaître pour toujours ou existe-t-il vraiment un moyen de garder ce lien vivant sans briser ce qui est sauvage? Merci d'avoir regardé. À la prochaine!